Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde pendant laquelle nous allons nous intéresser à notre capacité à observer, à interpréter et à comprendre notre monde physique. Donc bon, comme vous le savez, notre intérêt pour l'univers n'est pas nouveau et notre créativité pour l'observer et le mesurer non plus. Dès le IVe siècle, on savait que la Terre était ronde et on savait même calculer son diamètre. Eratosthène, pour le calculer ce diamètre, s'appuyait sur l'observation de la position du Soleil, sur une mesure d'ombre projetée par un gnomon et sur une estimation de la distance entre Sienne et Alexandrie. Donc évidemment, aujourd'hui, notre connaissance du monde s'est clairement améliorée et puis nos outils d'observation avec eux, évidemment. Maintenant, on est capable de voir beaucoup plus loin dans l'espace, aussi bien dans l'espace que dans le temps, et on est capable de pénétrer les secrets de la matière jusqu'à observer ses particules les plus élémentaires. Pour autant, le besoin d'amélioration des moyens d'observation n'a pas diminué et nous avons toujours besoin de voir plus loin, plus grand, plus petit, plus vite et d'aller observer notre univers sur des plans et avec des nouveaux sens. En plus de ça, nous sommes maintenant capables de conceptualiser sous forme de modèles des objets, des phénomènes et des comportements que nous ne sommes pas capables d'observer expérimentalement, ou alors seulement très longtemps après leur formalisation. Dans certains domaines de la physique, l'expérimental semble courir après la modélisation, là où, dans le passé, il avait quand même très fortement précédé. On peut donc se poser la question de savoir si les moyens d'observation qui nous permettent de faire l'expérience de notre univers sont devenus un facteur limitant pour notre recherche de la compréhension de l'univers, et si nous sommes condamnés à poursuivre indéfiniment l'espèce de course à l'armement méthodologique d'observation, et quelles sont les limites que nous ne pourrons pas dépasser. Donc pour discuter de cela aujourd'hui, excusez-moi, voilà, nous avons avec nous trois intervenants. Donc à l'extrémité, nous avons Nathalie Besson, qui est chercheuse au CEA. Elle dirige le département de physique des particules à l'IRFU, c'est-à-dire à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Voilà. Honnêtement, c'est un nom d'institut qui claque un peu. Hein. Elle a fait ses armes en étudiant les neutrinos et puis différents types de bosons. Le cœur des activités de son département est tourné vers la compréhension du contenu en énergie et de la dynamique de l'univers au niveau fondamental, à l'aide, je dois le dire, de moyens expérimentaux qui sont relativement impressionnants. Et parce que ça suffisait pas, depuis 4 ans, elle travaille au projet LISA, qui est un projet pour l'Agence spatiale européenne, qui se propose de créer un interféromètre laser spatial destiné à la caractérisation des ondes gravitationnelles à la très basse fréquence et à l'étude des trous noirs supermassiques. Donc, pas mal. À sa gauche... Ça fait bien dans un CV. Ah, ça fait bien dans un CV, je confirme. Je suis jalouse. Donc, à sa gauche, nous avons Marc-Antoine Mathieu, qui est scénographe, plasticien, auteur et dessinateur de bandes dessinées. Bon, il explore les formes narratives et graphiques. Son univers de bande dessinée tout en noir et blanc propose à la fois une réflexion sur les thématiques fortes et une recherche conceptuelle sur le médium de la BD lui-même. On lui doit notamment cette année l'affiche du festival et l'exposition Dédale que je vous recommande très chaudement donc, au rez-de-chaussée du salon. Et sa dernière œuvre, Deep Me, est disponible dans toutes les bonnes librairies et en particulier celle du festival. Pour information, j'ai glissé 2-3 de ces planches, donc de Deep Me et d'Otto, dans la présentation que vous allez voir défiler plus loin, mais c'est mon interprétation personnelle et voilà, je me suis un petit peu approprié 2-3 de ces planches. Et enfin, le dernier intervenant, je pense que c'est compliqué de le présenter parce que je pense que tout le monde le connaît, Roland Lehoucq, qui est lui aussi astrophysicien, qui est donc également chercheur au CEA, donc lui aussi à l'IRFU. Au sein du laboratoire de cosmologie et évolution des galaxies. Il est accessoirement enseignant à Sciences Po, écrivain, grand vulgarisateur devant l'éternel, et c'est aussi le président du Festival des Utopiales depuis 10 ans maintenant. Donc, depuis que je le connais, j'ai vraiment compris que le temps était relatif. Du coup, pour lancer cette table ronde, j'aimerais poser une question un peu naïve aux deux physiciens qui sont dans la salle. C'est pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'observer l'univers ? Je veux dire, si je prends l'exemple, par exemple, des physiques des particules, on dispose depuis depuis quelques dizaines d'années maintenant, du modèle standard qui définit les différentes particules élémentaires qui composent la matière. Ce modèle est robuste, il est fiable et prédictif. On l'aime bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à observer ? Tout le reste.
Bon, il est super, le modèle standard. On a mis 100 ans à le construire à peu près. Il est robuste, comme on l'a dit. Il est validé par l'expérience de façon absolument remarquable. Et il explique extraordinairement bien 5% du contenu en énergie de l'univers. Donc il reste un petit peu de choses à étudier, Marion, un peu. Et... Oui, alors je peux peut-être dire les 95% qui restent, effectivement, on ne peut rien en dire, à part qu'on leur a donné un nom. Ça s'appelle énergie noire, et il y a quelques arguments pour invoquer une entité pour l'instant relativement mystérieuse qui rend compte de l'accélération de l'expansion de l'univers. Et puis matière noire, où là pour le coup il y a des galaxies qui tournent pas rond, si j'ose dire, enfin qui ne tournent pas comme on s'y attend quand on fait leur démographie matérielle par la lumière. On les pèse par la lumière qu'elles rayonnent, et puis on essaie de déduire comment elles devraient tourner à partir de cette matière déduite de leur rayonnement, et ça tourne pas, elles tournent plus vite que ce à quoi on s'attend. Donc on invoque une matière supplémentaire, dite noire parce qu'elle ne brillerait pas, et elle pèse, elle a une action gravitationnelle. Et puis il y a d'autres compartiments dans les amas de galaxies, et puis dans les effets de lentilles gravitationnelles créés par les amas de galaxies. Donc à la fois la dynamique des amas, les galaxies entre elles dans un amas, et par le fait qu'un amas de galaxies, certes interposant entre nous et une source de lumière lointaine, va dévier la lumière de cette source lointaine, permet de peser l'amas de galaxies. De la même façon, on a un problème entre la matière visible, lumineuse, en toute longueur d'onde, pas qu'en lumière visible à nos yeux, mais aussi la matière pesée par des voies indirectes de détermination. Donc au final, on a effectivement un grand manque. On arrive à bien décrire 5% de la matière que nous connaissons, enfin de la masse énergie telle qu'elle est recensée dans l'univers par l'astrophysique. Le 95% est un peu en dehors de nos moyens. Et alors la raison pour laquelle on continue toujours à faire ces observations, il y en a deux. Il y a d'une part, effectivement, comme le disait Nathalie, pour expliquer ou comprendre ou détecter, dire c'est quoi cette matière noire, c'est quoi cette énergie noire, mais aussi pour vérifier à quel point les modèles prétendus robustes, et qui le sont d'une façon assez stupéfiante, il faut le reconnaître, sont-ils robustes jusqu'à quel point? Est-ce qu'on peut les casser à un moment donné? Alors évidemment, s'ils étaient cassés facilement, ça se saurait déjà depuis des années. Si on les casse maintenant, ça sera des petites fêlures qui vont faire que, là il y a un petit problème, il va falloir améliorer un peu le modèle ici, ou la description ici ou là, mais essentiellement on continue à tester les hypothèses, parce que c'est comme ça que s'aboutit, évoluent les connaissances scientifiques, c'est en cassant les hypothèses non pertinentes, et en ne conservant que celles qui résistent, qui sont robustes. Alors quand elles sont robustes, les physiciens et les physiciennes sont contents, mais quand ça se casse, c'est bien aussi, parce que ça veut dire qu'il y a de la nouvelle physique à trouver, il y a des choses à faire. Donc, faut toujours être content de ce qu'on a, mais cette situation se produit très couramment en physique. Et puis dans les choses à inventer, il y a à réconcilier mon domaine de prédilection, à savoir l'infiniment petit, et le domaine de prédilection de Roland, à savoir l'infiniment grand, parce que théoriquement, on n'arrive toujours pas à traiter dans le même formalisme l'interaction gravitationnelle, donc qui gère essentiellement ce qui se passe à grande échelle, et les trois interactions fondamentales qui gèrent ce qui se passe à l'échelle quantique et relativiste, c'est-à-dire celle des particules. Et ça, c'est perturbant, et c'est tout un axe de recherche aussi. Et peut-être que justement, est-ce qu'on arrivera à observer le graviton ou les fameuses particules qui seraient liées par exemple au modèle de la gravitation quantique, la boucle, ou ce genre de choses-là? Alors pour l'instant, on en est assez loin, parce que cette unification qu'évoquait Nathalie, c'est-à-dire être capable d'avoir une théorie unique qui décrit à la fois les interactions microscopiques, disons le modèle standard, et d'autre côté la théorie de la gravitation telle qu'elle a été décrite par Einstein, qui n'est plus une force du coup, qui n'est plus une interaction, la gravitation, mais qui devient une manifestation de la courbure de l'espace-temps, de la courbure de la structure dans laquelle évoluent matière et énergie, qui en rétroaction, cette structure dit à la matière et l'énergie disent à la structure, l'espace-temps, comment il se déforme, et cette déformation dit à la matière et l'énergie comment elle se déplace, ce que dit sa dynamique. Donc il y a une sorte de rétroaction. On ne sait pas encore faire ça, donc avant même de savoir si on détectera qui ou quoi, le graviton ou Dieu sait quoi, il faut encore avoir un modèle capable de dire comment on va le détecter, ça va être quoi l'expérience, ou le type d'expérience à mettre en œuvre pour le détecter. Si je prends le cas de la matière noire, par exemple, on a pensé à un temps que ça pouvait être des trous noirs, tiens, par exemple. Des trous noirs. Les trous noirs, c'est noir, c'est leur nom. Ça pèse beaucoup. Enfin, c'est très petit. Ça pèse pas mal. S'il y en a plein, ça explique la matière noire. Très bien.
Alors, s'il y a beaucoup de trous noirs, la conséquence, c'est qu'il a fallu qu'il les former. Les trous noirs sont formés comme résidus, comme cadavres de l'explosion d'étoiles très massives, peut-être au-delà d'une quinzaine de masses du Soleil. Donc, s'il y avait beaucoup de trous noirs pour expliquer la matière noire, alors ça fait beaucoup d'étoiles de 15 masses solaires et plus qui ont explosé. En explosant, elles mettent aussi des nouveaux noyaux, des noyaux comme des noyaux au-delà du fer, notamment, qui ont été formés pendant l'explosion, pendant la vie de l'étoile et surtout pendant l'explosion. S'il y avait beaucoup d'étoiles comme ça qui explosent, ça ferait beaucoup de ces noyaux. On les cherche, il n'y en a pas autant. Donc, par rebours, ça ne satisfait pas l'hypothèse. Donc, une fois qu'on a tué les hypothèses élémentaires, si j'ose dire, il faut chercher d'autres objets. Mais on les cherche comment? Quand c'est un trou noir, on se dit, on comprend un peu les choses. Ça reste un objet, je vais pas dire mystérieux, mais un objet qui a encore plein de choses à comprendre. Mais là, au moins, on a une prise pour accéder à oui ou non, les trous noirs peuvent-ils être responsables d'une fraction appréciable de la matière noire. Après, quand on a éliminé toutes les hypothèses qui tombent sous le sens, on rentre dans la zoologie des particules, des objets pour le coup très hypothétiques, très spéculatifs, pour lesquels on manque d'assises théoriques pour dire il faut détecter comme ci ou il faut détecter comme ça. Donc, plusieurs types d'expériences voient le jour, qui ne voient rien, mais elles ne voient rien parce qu'elles sont peut-être aveugles, soit parce que cette matière noire n'existe pas, auquel cas ça veut dire qu'il faut changer notre hypothèse, dire il faut trouver quelque chose de mieux, soit parce qu'ils sont simplement aveugles à ce qu'ils cherchent. On pense chercher dans la bonne direction et on ne trouve pas. C'est un peu comme la fameuse parabole j'aime bien ce dessin de Marc-Antoine. J'aime bien c'est comme la fameuse parabole de celui qui cherche ses clés sous un lampadaire. Et on lui dit, tu cherches les clés sous un lampadaire, mais c'est là où tu les as perdues. Il dit non, je sais pas où je les ai perdues, mais enfin, au moins là, il y a de la lumière. Donc on peut se retrouver peut-être dans cette situation-là. Et donc, les progrès, ils viendront peut-être d'abord de théories à élaborer, d'idées nouvelles, d'expériences nouvelles, et peut-être de l'inconnu, ou peut-être de la surprise. On s'y attendait pas, et boum, là on voit un truc, et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. C'est vrai qu'on peut aussi mettre l'hypothèse qu'on est justement à certaines limites de l'observation et que la solution elle est plus législative, c'est-à-dire que soit effectivement cette matière noire elle existe et alors faut la trouver, soit elle a jamais existé et c'est les lois de la gravitation peut-être qu'il faudra modifier parce que effectivement dans ces régions très très lointaines où les masses sont complètement incommensurables, les lois sont peut-être un peu différentes et donc là ça devient intéressant, on est à une limite effectivement, peut-être, c'est une hypothèse évidemment. Là ça fait partie si on parlait de limite, il y aurait alors en physique des particules, il y a eu longtemps cette limite observationnelle, si on revoit par exemple des particules, la physique des particules, sans lui faire injure, elle est née de l'astrophysique du fait que, bien sûr que si. Je laisserai bien sûr Nathalie défendre sa discipline favorite. Je dis elle est née de l'astrophysique, elle est née du fait que des particules cosmiques frappent la Terre à chaque instant et font des réactions qu'on fait maintenant tellement plus habilement, tellement plus efficacement dans les accélérateurs, mais qui se produisaient naturellement. Et c'est comme ça qu'on a détecté les premières nouvelles particules, que ce soit le muon ou que ce soit le positron, l'anti-électron, l'antiparticule de l'électron. Et puis après, on a commencé à fabriquer des instruments, on a pu solliciter la matière et pas se contenter seulement de l'observer. Et donc faire des choses. Donc il y a une limite instrumentale évidente. Si on n'a pas d'instrument, on ne voit rien. Si on voit cette image qui est présentée là actuellement du JWST, elle est prise en infrarouge moyen. Si on n'a pas de détecteur en infrarouge moyen, on ne voit pas l'infrarouge moyen, on ne voit pas l'infrarouge du tout. Si on ne peut pas faire depuis l'espace, on ne peut même pas le voir, qu'on ait ou pas le détecteur, parce que depuis le sol, ces longueurs d'onde n'arrivent pas jusqu'à la Terre, l'atmosphère absorbant ces longueurs d'onde. Donc il y a une limite instrumentale. Il y a aussi une limite, disons, théorique. Avoir les modèles mathématiques qui vont permettre de dire, aller chercher par là, qu'on ait du concret, que les expérimentateurs, disons, les gens qui font les manips se disent, on va aller travailler ici ou là pour casser cette théorie-là. Et puis, il y a des limites mentales, de représentation, de la façon dont on se représente les choses. Et c'est là où des gens comme le gars à côté, ils sont intéressants, parce que lui, il s'embarrasse pas, si, un peu, mais pas trop, des limites mentales. Il met en scène des choses de façon différente, avec des représentations différentes, des codes de représentation différents, et qui peuvent des fois être éclairants ou intéressants pour les scientifiques sur la façon dont on pourrait se représenter les choses. Et moi, je pense justement que c'est peut-être, il y a des moments où je pense que c'est exactement l'étape qu'on doit franchir, c'est-à-dire au même titre que Einstein a fait un pas de côté doublement pour la mécanique quantique et la relativité au début du siècle dernier, peut-être qu'il faut qu'on sorte du cadre là, peut-être qu'on est arrivé au bout du cadre. C'est peut-être seulement législatif, c'est pas simple, peut-être qu'il faut, et on essaye
de modifier les théories de la gravité pour essayer de prendre en compte les observations. Donc c'est peut-être législatif au sens on va faire des amendements, mais il faut peut-être aussi juste jeter la loi, enfin pas l'acheter, elle marche bien, mais en tout cas en trouver une autre pour expliquer le pour l'instant inexplicable. Mais justement, alors, on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'on est capable d'observer que ce qu'on imagine, ce dont on a déjà conscience, et si en fait, est-ce que c'est un problème d'imagination, est-ce que c'est un problème de créativité de la part des scientifiques ou des artistes? Je peux juste donner une petite anecdote. Donc, j'ai rejoint la mission LISA il y a pas très longtemps, il y a quelques années, et j'ai découvert l'énorme pavé qui décrit les science objectives de LISA, et le dernier, c'est les unknowns. C'est-à-dire qu'on se laisse de l'observation pour tout ce qu'on n'a pas encore imaginé et qui pourrait tout d'un coup apparaître grâce à la mission LISA. Donc non, on ouvre. Alors il y a aussi comment dire, il peut y avoir la découverte spontanée, on voit le truc, c'est évident, on l'avait pas vu avant, on le voit. Mais on est aussi, il y a une part de préparation aussi, c'est-à-dire que il y a des fois des choses qui peuvent être totalement invisibles parce que même bien qu'elles soient sous nos yeux, parce qu'on s'attend pas à les voir. On s'attend pas à ce qu'elle soit là. Et ça peut arriver, par exemple la découverte du neutron par Chadwick, elle a d'abord été vue par les expérimentateurs français, mais qui s'attendaient pas à ce que cette particule, ou il y ait des manifestations de cette particule nouvelle, quand elle était détectée plus tard, qui ait des manifestations dans ce qu'ils faisaient. Et donc du coup, ils avaient le signal finalement dans leurs expériences, mais ils n'étaient pas prêts peut-être à faire le saut de dire ah ben oui, ça doit être une particule qui a à peu près la même masse que le proton, qui a une charge électrique nulle, qui se manifeste dans les expériences que nous observons. Donc il y a une part aussi de préparation, il y a une part de découverte, de nouveauté, d'être prêt à envisager un truc incroyable et te dire bah si, ça doit être ce truc bizarre que je vois, ça doit être une nouvelle chose, ou peut-être une nouvelle loi qui se manifeste, mais il y a aussi une part de préparation, d'être si on sait trop ce qu'on cherche, à la fin on ne trouve aussi que ça. Donc c'est un mélange compliqué, bizarre de toutes ces choses à la fois, je pense, d'aveuglement volontaire, mais aussi de fouiller dans un coin, de s'attendre à quelque chose, de le pousser, puis on revient, poum. Dans le cas du boson de Higgs, alors Nathalie en parlerait bien mieux que moi, quand même, le gars, il dit le truc, Higgs, Englert et Brut disent des choses, 50, 60 ans après, on le voit. Et on le voit parce que on a tapé dans la direction, on a foré dans la direction qui était indiquée. Donc là, ça a été vraiment un indicateur de recherche. Oui, ce que tu dis me fait penser à cet épisode là de Darwin où il avait trouvé une orchidée qui était trop profonde pour être butinée par des papillons observables à l'époque. Et c'est un papillon qu'on a trouvé assez récemment, je crois dans les années 80-90, qui avait une trompe suffisamment longue. Donc en fait, Darwin avait inventé ce papillon avant qu'on l'ait découvert. Et donc ça donne à voir la créativité de Darwin. Là aussi, comme tu disais Nathalie, c'est pas de côté. Chez Einstein, chez Darwin, chez Newton, Eratosthène, l'idée qu'on pouvait être sur une planète à l'époque, il y a 2000 ans, fallait être... C'est plus que de la science, là on est dans de la création pure. Et c'est le génie humain, c'est de créer un langage qui s'appelle la mathématique, qui nous permet d'imaginer quelque chose qu'on ne peut pas voir. Donc ça c'est fabuleux. Et ça c'est forcément une quête, à mon avis, sans fin, parce que quand même l'humain est pris dans une espèce de globe qui comporte également sa limite d'entendement. Alors je suis pas non plus un corrélationniste pur et dur, mais entre les empiristes et puis les idéalistes, effectivement, il y a un vrai débat aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que la science n'est qu'un récit comme un autre, où effectivement, on se met tous d'accord sur en gros un scénario global, même s'il est encore à écrire, bien sûr, mais ce scénario, ou est-ce que ce récit, il est fini, c'est-à-dire qu'il y a une finitude et on n'ira jamais plus loin. Ça c'est un vrai débat. Et là, là on est complètement dans le sujet, les limites de l'observable. Est-ce qu'effectivement l'humain, alors je la pose à vous deux, vous les scientifiques qui êtes dans le hard, on va dire, est-ce que vous pensez, est-ce que ce débat-là, est-ce qu'il vous enrichit, c'est-à-dire l'idée de se dire en étant scientifique que peut-être qu'il y a effectivement quand même une limite in fine. Vous voyez, in fine, pas. Le chemin est très long dans la forêt, mais cette forêt étant infinie, c'est un peu mort d'avance peut-être. Question. Oui. Alors, ce que tu évoquais là sur les biais, les contraintes qui s'imposent à nous, finalement notre cerveau, est-ce qu'on est comme ça ? On est doté d'yeux, de sens qui fonctionnent comme ça. On est dans un monde à 3 dimensions, en tout cas, dont nous ne percevons que 3 dimensions d'espace et une de temps.
Et donc, du coup, il faut faire avec ce cadre qui, d'une façon ou d'une autre, nous contraint. Alors, on a depuis bien longtemps, dépassé le simple usage de nos propres sens pour investiguer sur le réel. Mais après, les machines que nous construisons, comme disaient les jésuites à qui Galilée montrait sa lunette, voulait montrer à travers sa lunette les satellites de Jupiter, qui lui disent, avant de regarder, d'abord, il faut que tu nous, dans ton instrument, tu vas nous convaincre d'abord que ce dont tu nous parles, c'est pas dans l'instrument que c'est en train de se produire, auquel cas ça n'a aucun intérêt, et si ça se passe dans le ciel, c'est intéressant, mais peut-être c'est un artefact de l'instrument. Donc remplacer nos sens par d'autres objets, est-ce que c'est pas l'objet qui crée le signal qu'on est en train d'observer? Et il y a l'idée, et ça, pour faire référence à alors une œuvre de Marc-Antoine, justement, sur l'origine, où ces personnages de bande dessinée, donc des êtres à 2 dimensions, réalisent ou commencent à évoquer la possibilité que, ah oui, mais il y a peut-être un monde au-delà d'une autre. Alors, c'est pas très clair, évidemment, quand on est à 2D, on est tout plat, il y a devant, derrière, à droite, à gauche. C'est un peu compliqué d'imaginer qu'il y a une 3e dimension. Comment on peut se la représenter? Comment on peut la discuter? Comment on peut l'investiguer? Comment on peut se faire une idée de ça? Au-delà de simplement le pur plaisir de l'histoire, à la limite de raconter, il y a des mondes à 5 dimensions, à 8 dimensions. Si on prend dans le cas à 2 dimensions, il y a le fameux Flatland de Edwin Abbott, où des êtres évoluent sur un monde à 2 dimensions. Et puis, un de ces êtres à 2 dimensions, le carré, rencontre la sphère qui intersecte son monde et la voit comme intersection, comme un cercle parfait, un truc qui n'existe pas. Seulement les très 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 vieux polygones ont beaucoup de côtés qui sont presque des cercles, mais on sait bien que c'est pas des cercles, mais le cercle parfait c'est l'objet divin, etc. Et donc il rencontre la sphère. Donc comment est-ce que l'on peut nous sortir, c'est ça qui est compliqué, sortir de la boîte d'une certaine façon dans laquelle on est humain, dans laquelle on est par nos origines sociales, par nos origines géographiques, sociales, etc. Et donc ça fait il faut essayer de sortir de cette boîte pour avoir une imagination féconde pour faire des sciences. Et donc il y a besoin de cette imagination en sciences, comme il y a besoin, là, pour les créateurs, ça paraît une évidence, il y a besoin d'imagination pour créer des œuvres nouvelles. Et donc ces biais-là, on peut peut-être, c'est une limite, j'ai pas de réponse à la question, peut-être une limite, peut-être qu'on n'arrivera pas à sortir de notre boîte de notre boîte humaine finalement. Et justement sur ces limites humaines et sur la notion de mathématiques que vous évoquiez tout à l'heure, j'ai une autre question, c'est les concepts qui sont liés donc à la fois à la physique des particules, à la physique quantique, à l'astrophysique, c'est des concepts qui sont relativement complexes, un peu velus, on va pas se mentir, qui nécessitent, vraiment qui sont contre-intuitifs par rapport à notre expérience du monde, on va dire journalière. Comment est-ce que, en tant que scientifique, on s'approprie justement ces concepts, on s'en fait une image mentale, et je dirais même en tant qu'artiste et en tant que professeur, puisque vous enseignez tous les deux, comment est-ce qu'on aide les autres à s'approprier ces concepts-là, à les comprendre, et est-ce que les mathématiques sont la seule façon justement de s'approprier ces concepts-là, de les intégrer, de les comprendre? Alors si je peux couper l'herbe sous le pied aux 2 professeurs qui enseignent, la personne est peut-être dans la salle, mais je lui ai dit tout à l'heure, alors qu'il me demandait de lui expliquer en moins de 3 minutes, parce qu'il avait une contrainte, ce qu'était le mécanisme de Higgs, je lui ai répondu spontanément, on ne peut pas se faire une représentation mentale d'une particule élémentaire, du mécanisme de Higgs encore moins. Mais moi, je n'ai aucun problème parce que j'ai les mathématiques. Et donc, c'est pas une difficulté, c'est un langage, et c'est le langage qui permet de s'approprier ces concepts. Et ce que je lui disais, c'est que l'équation écrite, alors oui, c'est un peu velu, et oui, ça m'a pris un peu d'études, mais l'équation écrite, je la comprends. Si j'essaye de me faire une représentation sous forme d'image ou une représentation mentale de ce que c'est que une autre question qu'on m'a posée, quelque chose qui est à la fois un corpuscule et une onde, j'y arrive, c'est pas possible. Enfin, mon cerveau, là, il est très très limité, là. Alors que l'équation, elle, je la comprends parfaitement, j'ai aucun problème à dire, oui, évidemment, c'est une particule, oui, c'est une onde, quoi. Ouais, justement, j'avais une question. Est-ce que ça, c'est justement ce que vous dites, est-ce que c'est définitif? Est-ce que, par exemple, je fais une analogie, par exemple, avec l'avènement de la perspective, si vous montrez effectivement une image avec une vue en perspective à un aborigène ou à quelqu'un qui est dans une culture très très primitive et qui a eu aucun rapport avec l'image, il va pas comprendre l'image. Nous, on pige très très bien une image en perspective parce que on a décodé et avec notre culture, on a réussi en fait à se faire une image de l'espace, une certaine image de l'espace. On peut imaginer que aujourd'hui, le lambda moyen, moi par exemple, j'arrive pas du tout à imaginer un monde en 4 dimensions.
Mais pour en avoir discuté avec un astrophysicien une fois, il m'avait dit si ça dure une seconde, mais j'arrive à un moment donné à l'entendre, pas forcément à le visualiser, mais j'arrive à connecter avec un entendement de la 4e dimension. De la même manière que le cinéma ou les expériences de réalité virtuelle sont pas évidentes pour tout le monde. Il faut sans doute peut-être un apprentissage. On peut imaginer que dans l'avenir, cette histoire qui est aujourd'hui inimaginable puisse être quand même envisagée ou visualisée. Alors, ce sera forcément faux parce que justement, ce sera une application des limites de notre entendement, mais il en va de même peut-être pour tout ce qui est réel, entre guillemets. Et là, je rejoins Bernard d'Espagna, je renvoie le public au livre, ce livre très très bien qui s'appelle Le réel voilé, où il explique très bien comment, malgré tout, on est, je veux dire, en train de regarder par une fenêtre. Mais est-ce qu'il y a vraiment la perspective derrière? Est-ce que la fenêtre n'est pas faussement ouverte? C'est la limite de nos sens. Moi, je pense pas que ce soit grave si la fenêtre est pas complètement ouverte, du moment qu'on connaît les limites de la fenêtre. Non, mais par contre, il faut savoir que c'est une fenêtre. Nous, on travaille forcément avec des modèles parce que ce soit les images du James Webb ou mes particules dont j'ai vu passer une illustration là, il y a énormément de travail entre ce qui se passe dans l'univers ou dans un détecteur et l'image qu'on en sort. Donc, de toute façon, quoi qu'on fasse, on travaille dans les limites de modèles. Et on sait très bien que ces modèles sont limités. Et le tout, c'est juste d'en avoir conscience, je pense. Alors, je sais pas répondre. Est-ce qu'un jour, on sera capable de donner à intuiter un truc relativiste et quantique? Wow. De sens sont pas vraiment taillés pour ça, hein, rien que pour la durée, pour les questions de durée. Voilà. Mais encore une fois, c'est une question d'habituation aussi des concepts, de la pratique. Je pense que pour la perspective, pour d'autres choses, on peut par habituation, finir par, en ressassant, un peu la répétition, finir par se dire, bon, j'ai l'impression d'avoir compris les choses. En tout cas, je peux en parler ou les entendre sans être gêné quand je les entends, en ne disant pas trop de bêtises en parlant, en traduisant en mots de manière plausible ce que j'ai compris par les équations, mais qui sont aussi un langage qui a ses limites, qui a pour partie ses limites. Donc, il y a une question d'habituation sans doute, et c'est vrai que parler longtemps d'un truc, à force de le répéter, c'est l'avantage de l'enseignement, hein. C'est à force de répéter des trucs, on finit par se dire, putain, mais c'était pas terrible ce que je disais il y a 3 ans, non, je vais mieux dire, parce qu'on voit bien qu'ils comprennent rien, que vous-même vous dites, finalement, c'est pas très clair. Puis un jour, un étudiant qui vous pose une question, il dit, il a raison ce con-là, comment je vais faire? Ça va pas du tout, bref. Et c'est cette façon-là d'interagir, en fait, le fait de parler à des gens intelligents, qui répondent et qui vous disent, ah oui, non, mais ton truc, machin, eh ben, ça aide à mieux comprendre aussi, à mieux comprendre ce dont on est en train de parler. Oui, complètement. Et c'est ça ce que je trouve très fort dans la science actuelle, justement dans ce récit qui est proposé, c'est que c'est pas un récit. Parce qu'aujourd'hui, la science est critiquée, parce que beaucoup de gens s'imaginent que la science est un récit fermé qui inflige des vérités. Or, j'ai envie de dire à ces gens-là, non, écoutez les scientifiques, écoutez-les parler, écoutez-les partir dans leurs propres interrogations et dans leurs doutes, et vous verrez que c'est tout le temps remis en cause. La science est une grande discussion, et surtout quand il s'agit justement des limites. Par exemple, le Big Bang, bon, pendant longtemps, on a dit le Big Bang était le début de l'univers, c'est l'origine de l'univers, c'est le début de quelque chose. En fait, non. Quand on creuse un peu, le Big Bang n'est pas le début de quelque chose. C'est simplement un horizon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'entendre, avec leurs langues différentes, comment un astrophysicien des particules, comment un astronome, comment un neurobiologiste aussi va parler de ces origines-là, de ce plasma un peu d'éternité qui existait au tout début, comment ils vont en parler. Et à chaque fois, c'est des mots différents, et à chaque fois, ça nous amène une forme de connaissance, mais en remettant en cause justement des choses qui paraissaient établies et qui finalement n'étaient que des mots assez limités. Mais il y a un aspect intéressant que vous soulevez, c'est le fait que, globalement,
la physique est devenue tellement complexe et tellement contre-intuitive que pour des non-spécialistes, clairement, ça peut ressembler quasiment à de la magie. Et typiquement, la science, c'est quand même, ça a son langage, ça a ses rites, ça a ses grands initiés. Clairement, en plus, qui explique le monde, la vie, la mort, 42, tout ça. Et la question, c'est, en fait, on pourrait clairement croire que, en fait, ça ressemble presque à un culte à mystère vu de l'extérieur. Et du coup, ça pose vraiment la question de savoir, qu'est-ce qui différencie la science d'un culte à mystère, d'une religion, et quels sont les mécanismes et les protections qui sont mis en place justement par la communauté scientifique pour éviter justement ces dérives-là, pour éviter que, on confonde tout, parce que c'est relativement dangereux quand même de confondre la science et la religion. Alors, clairement, parce que, ça met au même niveau, d'une part parce que ça met au même niveau justement des théories religieuses pas prouvées et la science qui du coup l'affaiblit, mais qu'est-ce qu'on fait justement pour se protéger un peu de ces grosses dérives? Vaste question. Alors en physique, le domaine où je connais moins mal, après il y a d'autres disciplines bien sûr où chacune a ses critères de véridicité. Mais en physique, et dans les sciences expérimentales en général, ça inclut la biologie et la chimie, les sciences expérimentales ou d'observation, il y a quand même l'idée qu'on doit que les prétentions que vous avez doivent être d'une certaine façon non pas validées par l'observation, mais ne pas être invalidées. C'est une double négation. Ça veut dire, si vous dites un truc et les conséquences de votre truc, on constate dans le réel d'expérience d'observation que ça ne fonctionne pas, votre truc il est faux, quoi. On fonctionne ce qu'on appelle par contraposition. Si ma théorie est vraie, alors je dois voir ce truc. Or, je ne vois pas ce truc, donc ma théorie n'est pas vraie. D'une façon ou d'une autre, elle n'est pas vraie. Il faut l'amender, il faut la modifier, voire la balancer entièrement aux ordures, parce qu'elle n'a aucun sens. Donc, ce critère-là, qui a été établi il y a longtemps, il y a au XXe siècle, on dit falsifiabilité en anglais, de pouvoir vérifier. On ne dit pas que les choses sont vraies, on ne garde que les choses qui ne sont pas fausses. Et les choses pas fausses, plein de fois pas fausses, alors on a une certaine confiance en elles, on les garde, on les enseigne à l'université, et on continue à les tester, on parlait de ça au début, et on continue à taper dessus, parce que si jamais ça casse, c'est intéressant. C'est-à-dire, on a appris un nouveau truc. En fait, on apprend de façon, entre guillemets, négative, on apprend des erreurs, on apprend ah non, ça c'était faux, mais ça c'est sûr, c'est faux et c'est sûr, parce que c'est contradictoire avec tel corpus d'expérience ou d'observation. Alors évidemment, la vie quotidienne n'est pas si simple, on jette pas les trucs dès que ça commence à déconner, parce que sinon on n'y arriverait plus, mais au bout d'un certain temps, ça finit par faire sauter la théorie ou le corpus qui ne fonctionne pas, mais on garde des fois des choses qui ont l'air un peu brinque-ballantes malgré tout, parce qu'on ne sait pas beaucoup faire mieux, et parce que ça rend beaucoup de services, parce que ça fonctionne encore pas mal dans tout un tas de compartiments, même si on commence à être conscient que ce corpus de connaissances, ça peut être par exemple la théorie de Newton. On a commencé à voir que la théorie de Newton, avec le mouvement du périhélie de Mercure, par exemple, c'était pas terrible, on n'arrivait pas à s'en débrouiller. Et il a fallu l'arriver, mais elle n'était pas prévue pour ça, mais elle a eu ça comme conséquence de la théorie d'Einstein de la gravitation, de la dite relativité générale, qui a permis de régler le problème, mais elle n'a pas été construite pour régler le problème, elle a été construite pour d'autres choses, et puis finalement elle a réglé le problème. Donc il y a cette idée quand même de confrontation au réel, de confrontation avec les pairs aussi, de discussion avec les pairs, de validation par les pairs. Ça ne veut pas dire que vous avez raison, ça veut dire que juste quand vous avez un article scientifique qui est publié, ça ne veut pas dire qu'il est juste, ça veut dire qu'il satisfait un certain nombre de critères de production de connaissances, enfin pas de connaissances, mais de produits scientifiques. J'appelle ça produits parce qu'on ne sait pas encore. Il y a des tas d'articles qui, publiés maintenant, sont considérés comme corrects, intéressants, parce que publiables, mais dans 10 ans, ça sera aux oubliettes parce que finalement, c'était pas pertinent à l'aune de ce qu'on saura dans 10 ans. Et donc, c'est dans cet aller-retour permanent, collaboratif, collectif, avec tous les biais humains. Il y a aussi des emmerdeurs dans la science, il y a des gens bienveillants, il y a tout ce qu'on veut. Hein. Comme dirait l'autre, il n'y a pas que des cons, mais tous les cons, ils ont. Donc, du coup, il y a tout ça. C'est fait avec des humains, et en dépit de tous les biais qu'ils peuvent avoir, si on colle collectivement à cette démarche, ça aboutit finalement à ce que ça progresse. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de connaissance stabilisée qui arrive, et dans laquelle on a confiance, parce qu'on n'a jamais réussi à la casser. Voilà. Jamais personne n'a réussi à casser ce truc. À casser au sens à montrer que c'est contradictoire avec une expérience, une observation. Donc on la garde. Donc c'est comme ça que ça a progressé, c'est encore comme ça que ça progresse, et puis après il y a tout un tas de biais alors qui vont de la fraude, le cas extrême de la fraude scientifique, jusqu'à des théories très controversées qui sont par des effets de mode, enfin controversées, des choses qui ne sont que des hypothèses et qui sont par effet de mode très suivies par plein de scientifiques, parce que
peut-être que c'est là où il y a des postes, peut-être que c'est là où il y a de l'argent, peut-être que c'est là où plein de choses. Donc d'autres biais qui sont plus d'origine, on va dire, sociologie des sciences ou fonctionnement des sciences que pur esprit, pur et net esprit qui il va chercher la vérité et c'est jamais comme ça que ça se passe évidemment en pratique. Mais de fait, donc nous on est assez satisfaits en fait, c'est ce que dit Roland, de notre méthode scientifique parce qu'elle est assez saine, elle nous prémunit contre les erreurs manifestes. Mais là où Marc-Antoine a raison, c'est que ça n'empêche que la science a plutôt mauvaise presse. Et pour raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être tous, il y a quelques années, il y a eu une publication malheureuse d'un résultat un peu trop tôt, on n'avait pas tout vérifié. Quand je dis on, c'est la communauté, donc comme ça je suis solidaire avec mes camarades. Et en gros, le neutrino avait l'air d'aller plus vite que la lumière, ce qui foutait par terre absolument tout, mais vraiment tout. Alors là, le modèle standard, au revoir, Einstein, au revoir. Et une publication dont je tairai le nom, titrait quelque chose de extraordinairement sensationnaliste, du style « Tous les physiciens vont se faire harakiri parce qu'Einstein avait tort ». Et donc, on a un peu réagi, nous, les physiciens, en leur expliquant que non seulement, si c'était vrai, on se faisait pas harakiri, mais on débouchait dardard le champagne, parce que là, nom d'une pipe, ça nous ouvrait tout un tas de portes, à tout un tas d'interprétations différentes de ce qu'on croyait jusqu'à maintenant, et donc peut-être des réponses à toutes les questions ouvertes qu'on se posait. Et donc oui, il y a cette image de gens confiés dans leur certitude, qui est l'exact opposé de la démarche scientifique. Donc c'est très bizarre. Oui, c'est-à-dire que, en fait, la science est un récit vivant. Parce que, est-ce que la science a fondamentalement raison et explique le monde d'une manière fondamentalement vraie et juste? Est-ce qu'elle dépeint le réel réellement ou pas? C'est à la limite, ça peut être discuté. Mais souvent, c'est discuté par des gens qui ont des récits fixistes. Et c'est un peu mort, quoi. C'est un peu dommage. La science, c'est comme la vie, c'est-à-dire que c'est celui qui a raison c'est celui qui va amener un plus ou qui va amener le pas de côté, qui va, à un moment donné, remporter la mise si ça colle. Donc c'est vivant. Et ça, c'est bien. C'est déjà en soi une richesse. Après, pour dire ce que la science est exacte, ça c'est un autre débat, parce qu'effectivement, le philosophe interroge. C'est-à-dire, le philosophe dit, mais attendez, votre récit, est-ce que vous n'avez pas collé toutes les pièces du puzzle pour que tout le récit colle bien pile poil? Et ça, personne ne peut dire que la science représente le réel tel qu'il est. Le réel, encore une fois, est-ce qu'il existe? Gens comme Clément Rosset ont bien parlé de ça, c'est-à-dire que méfions-nous faudrait pas qu'on devienne, nous les scientifiques, ou les amoureux de la science, qu'on devienne aussi une chapelle. Donc attention, moi je laisse la porte ouverte à ça. Je crois que mais je suis pas non plus pour dire que la science c'est un récit comme tous les autres. Je mets pas au même plan la science que par exemple la religion, encore une fois, qui a décidé d'un dogme et qui n'évolue plus. Ça dépend des religions. Il y a des religions, voilà, il y a de la dialectique, il y a de la contradiction. On va revisiter les textes, on va les questionner. La question de Dieu, qui peut-être n'existe pas, mais qu'est-ce que c'est alors? Bon, ça existe dans certaines religions. Mais force est de constater que la plupart des religions, quand même, s'accrochent à quelque chose, comme s'il fallait avoir peur, finalement, d'aller à la recherche d'une vérité qui, même si elle n'existe pas in fine, nous présente quand même un très beau chemin, une très belle promenade, un très beau voyage. Et la science, au moins, elle a ça en elle, et là c'est pour moi une vérité. Le voyage est une vérité. Par contre, du coup, le fait de devoir justement, le fait que la science soit basée sur le fait de casser les modèles qu'elle a construits en permanence, de chercher à chaque fois l'erreur et la fausseté, si j'ose dire, ça répond un petit peu à la question que je me posais en tout début, en introduction de cette table ronde, c'est que du coup, on est condamné à développer toujours nos moyens d'observation, puisque le défaut du modèle peut se cacher dans l'épaisseur du trait de nos moyens actuels. Absolument. On peut, par exemple, je pense notamment à une expérience qui s'appelle Microscope, une expérience française, en satellite, par un satellite, donc qui s'appelait parce qu'il est plus en vie maintenant, Microscope, et qui s'est intéressé à ce qu'on appelle le principe d'équivalence. L'idée que la masse inertielle et la masse gravitationnelle sont égales. Jusqu'à quelle limite elles sont égales? Elles sont posées par principe comme strictement égales, comme base fondamentale de la relativité générale d'Einstein. Masse inertielle et masse gravitationnelle, comme pour dire ce que c'est. La masse inertielle, ça quantifie
la répugnance d'un corps à changer d'état de mouvement. Si vous voulez mettre en mouvement quelque chose, ou le ralentir, ou le dévier de sa trajectoire, il faut agir. Selon Newton, c'est une force qui doit agir, et cette force, elle va produire une déviation de la trajectoire de l'objet, mais cette déviation sera d'autant plus importante que l'objet a une inertie, une masse inertielle qui sera faible. Donc d'une part, la masse inertielle, c'est l'inertie du corps, la répugnance à changer d'état de mouvement. Et d'autre part, la masse gravitationnelle, on pourrait appeler ça la charge gravitationnelle, c'est comme une sorte de charge électrique, mais gravitationnelle, ça quantifie la capacité d'un corps à se coupler à un champ gravitationnel extérieur. Il est dans le champ de la Terre, eh bien est-ce que mon corps, ma masse gravitationnelle, c'est la façon dont je vais ressentir, mon corps va ressentir, sous l'effet de son poids, la gravitation de la Terre. C'est aussi la source du champ de gravitation, la masse gravitationnelle. Mon corps a une certaine masse gravitationnelle de couplage avec le champ de la Terre, mais aussi qui crée son propre champ gravitationnel. Et il se trouve que expérimentalement, ces deux valeurs sont exactement égales à une certaine précision, parce que dans la mesure, dans la physique, il y a toujours des mesures avec une incertitude de mesure, une précision de mesure. Et donc, cette précision n'a cessé d'augmenter, et pétition de principe, elles sont dites strictement égales, elles sont nécessairement strictement égales dans la relativité générale d'Einstein. Donc on va tester cette pétition de principe, elles sont égales à 1 millième près, 1 10 près, 1 millionième près. Alors les précisions ont augmenté, et les satellites microscopes ont encore testé cette égalité de la masse inertielle et de la masse gravitationnelle sur des masses en orbite, des masses de composition différentes, et des masses en kilogrammes étaient différentes, et a montré que masse inertielle et masse gravitationnelle sont égales, avec une précision relative de 1 millionième de milliardième. La précision, celle d'avant, c'était seulement 1/10 de millième de milliardième. C'est pas mal, mais c'était pas assez. Là, on est passé à 1 millionième de milliardième. Peut-être y aura-t-il, dans quelques années, des nouvelles expériences qui amélioreront encore cette précision. Donc on sait qu'à mieux que 1 millionième de milliardième, elles sont égales. Ça veut pas dire qu'elles sont égales, c'est qu'elles sont égales dans cette limite, dans ce cadre-là. Et donc si on reste dans ce cadre-là, tout se passe très bien, la relativité générale passe très bien, et la vie est belle. Et si c'était différent, un milliardième de milliardième près, alors ça changerait des choses, pas beaucoup, puisque ce serait une toute petite déviation de l'hypothèse initiale, mais suffisamment pour qu'il faille réformer les théories qui se fondent sur une égalité parfaite, une égalité mathématique. Et donc voilà, il y a toujours nécessité, c'est vrai en cosmologie, c'est vrai dans toute la physique, toujours nécessité de vérifier le cadre d'hypothèse dans lequel les théories sont construites. Et tout à l'heure, puisque Nathalie évoquait ça, le neutrino qui va plus vite que la vitesse de la lumière, Einstein a tort. Alors les gens qui disaient ça n'avaient justement rien compris à la théorie d'Einstein, parce que la théorie d'Einstein, telle qu'il l'a construite, dans la relativité restreinte cette fois-ci, la lumière joue un rôle particulier. Elle a une vitesse, c'est elle qui a la vitesse maximum, c'est elle qui est une vitesse qui est invariante par changement de référentiel, par hypothèse. En réalité, on peut reconstruire entièrement cette théorie de la relativité restreinte sans faire aucunement référence au champ électromagnétique et à la lumière. Aucunement référence. Et quand on fait cette reconstruction avec des hypothèses beaucoup plus fondamentales que ne l'a fait Einstein, c'est pas pour dire qu'il a mal travaillé, c'est bon respect, je veux dire. J'aurais eu la moitié d'une demi-idée qu'il a eue, déjà je suis un boss, alors je peux vous dire, ça va. Mais on peut reconstruire ça de manière beaucoup plus fondamentale, avec des hypothèses plus limitées, avec un moins grand nombre d'hypothèses, des hypothèses moins fortes. Et là, il apparaît naturellement une vitesse limite, une vitesse maximum, une vitesse qui est invariante par changement de référentiel. Et la question qu'on peut se poser, si on fait cette reconstruction anachronique finalement, on peut se dire, mais quelle est l'entité physique qui a les propriétés de cette vitesse d'Einstein, appelons-la vitesse d'Einstein pour l'instant. Alors quand on regarde dans la nature autour, on dit, bah tiens, la lumière c'est pas mal. La lumière c'est pas mal parce qu'elle a l'air d'être la vitesse indépassable, d'être invariante, etc., etc. À une limite près, à une certaine précision près. Si on trouve des trucs qui vont plus vite que la lumière, nos problèmes, ça veut dire que c'est pas la lumière qui a la vitesse, la propriété de la vitesse d'Einstein, c'est le machin, le nouveau machin qui a les propriétés de la vitesse d'Einstein. Donc, ça faisait absolument pas Einstein à tort, et les viens des particules étaient super contents, il se passait plein de trucs déments dans le modèle standard, donc il y avait plein de choses rigolotes qui se passaient. Donc voilà, il y a toujours cette idée-là que on va tester les modèles, toujours les tester dans les tréfonds, et puis quand ça casse pas, je pense que pour le boson de Higgs, je pense que Nathalie pourra confirmer, on le découvre, les physiciens sont contents, on le découvre pas, ils sont super contents. C'est-à-dire que dans le cas, ils sont contents parce que ça valide un cadre théorique,
puis on le découvre pas. Il y a du boulot, il y a plein de boulot, il y a plein de trucs super qu'il va falloir remettre sur l'ouvrage. C'est exactement ça. Je pense que j'étais schizophrène le 4 juillet 2012 parce que la moitié de moi disait « Waouh, le modèle standard quand même, une construction humaine comme ça, mathématique sur 100 ans, ça tient, c'est extraordinaire. » Et nom d'une pipe, ça tient, c'est pas si... Maintenant, où est-ce qu'on va trouver la faille et où est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin? Oui, ça nous a rendu un peu schizo, je pense. Et je propose, avant de donner la parole au public, moi, il y a quand même en préparant cette table ronde, quand même une espèce de surprise qui m'a, enfin, un petit élément drôle, je trouve. C'est quand on regarde justement la physique des particules et puis l'astrophysique, c'est quand même, d'un point de vue modèle, c'est quand même relativement très clairement séparé. Hein. On a l'échelle de Planck qui sépare les deux sans trop de soucis. C'est-à-dire que clairement, il y a un modèle pour un certain type de comportement à certaine taille, un autre modèle pour l'infiniment grand. Et en pratique, vos deux domaines en fait se nourrissent l'un l'autre. C'est-à-dire que la physique des particules bénéficie de la captation de ce qui se passe dans l'univers pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la matière, et à l'inverse, justement la physique des particules aide les astrophysiciens à comprendre un peu mieux ce qui se passe. Je pense notamment typiquement aux horizons cosmologiques qu'on est capable d'observer. C'est-à-dire que fut un temps l'univers était complètement opaque aux photons. Donc si on observe uniquement les photons, on ne peut voir jusqu'à une certaine période dans le passé. Dès qu'on commence justement à s'intéresser aux neutrinos, qui eux sont touchés par rien, sont pas sensibles aux effets d'interaction électromagnétique, aux effets d'interaction forte, là d'un seul coup on peut remonter beaucoup plus loin dans le temps. Pareil pour les ondes gravitationnelles. Du coup, est-ce que... Il y a ce couplage entre la matière et le cas dans lequel elle évolue, qui est l'espace-temps, et ce couplage... Il y a des situations où c'est nul et non avenu, là, dans la vie habituelle, tout va bien, la vie est belle, on se contente d'avoir les choses complètement découpées. Dans plein de situations, c'est tout à fait suffisant. On a le prix Nobel d'Alain Aspect sur la gravitation, ils sont contre-fous dans ces expériences, il a bien raison. Et l'astrophysique se contre-fout de l'intrication des particules dans les trucs qu'ils font. Mais il y a des situations où justement les densités d'énergie, où les distances, où les échelles de temps sont aussi petites, où les densités d'énergie si grandes, qu'il faut tenir un peu des deux, compte un peu de deux à la fois. Une analogie qu'on pourrait dire, c'est que là tu parlais de séparation à des échelles micro, très très micro, les particules, et très macro, l'univers entier, mais c'est la même chose pour l'eau. Hein. Si vous prenez l'eau qui est dans la bouteille, là, elle a la forme de la bouteille et puis la surface, elle est plate. Mais si vous prenez une goutte d'eau et vous la posez sur le bord, elle a une forme bombée. Et si c'est une toute petite goutte, elle aura une forme quasiment sphérique. Et donc ça, c'est lié entre deux phénomènes. Un phénomène de force de volume, qui est la gravité, le poids de la goutte, ou le poids de l'eau, du volume d'eau qu'on considère, puis le phénomène de tension de surface, la pellicule, la couche d'eau qui sépare l'eau de le reste, les molécules qui sont à l'interface entre le volume d'eau et l'air ou la table, si c'est sur la table. Et donc, il y a une transition vers le millimètre où, quand on est très petit, c'est les forces de tension de surface qui dominent, et quand on est grand, c'est les forces de volume, c'est le poids qui domine. Donc si vous faites un pâté de sable avec de l'eau, vous mettez un seau, mettez de l'eau dedans, vous le renversez, vous enlevez le seau, ça fait une flaque. Mais si vous faites ça avec un tout petit seau qui fait 1 millimètre de taille, déjà la goutte elle sortira pas du seau, et puis quand vous avez réussi à la poser sur la table, elle va avoir une petite forme sphérique. Et donc c'est tout à fait ces échelles de transition là. Et il y a des moments, et c'est l'endroit le plus pénible, c'est quand on est là à la transition, parce qu'il faut tenir compte de tout le monde à la fois pour décrire de la façon la plus complète ce qui se passe. Quand on est loin de la transition, alors on peut dire c'est que la gravité, la surface de l'eau c'est horizontal, ça n'est que les forces de surface, la surface de l'eau est sphérique, ou à peu près sphérique, c'est comme le whisky du capitaine Haddock. Et puis il y a le milieu, c'est le bazar, et c'est là où c'est intéressant évidemment. Et donc d'un côté la gravitation, c'est bon, on va pas s'emmerder avec les petites échelles, de l'autre côté les petites échelles, la gravitation on nous emmerde, on va faire nos affaires. Et puis on se rend compte qu'il y a des phénomènes dans les époques très anciennes de l'univers où il y a ces deux choses ça peut être aussi dans les trous noirs, où il y a ces deux éléments qui jouent ensemble. Et c'est là où c'est intéressant, évidemment, parce que ça devient plus compliqué. Il faut tenir compte de deux choses à la fois et pas que d'un ou que d'autre. Même si au début, c'est très pratique, parce que ça permet de simplifier le problème, qui reste néanmoins assez compliqué, et qui permet de se focaliser sur un des aspects. Ça dépend de ce qu'on regarde aussi. Par exemple, quand on étudie notre centre galactique avec de l'astronomie gamma de très haute énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet qu'on va détecter, c'est un photon de haute énergie. Donc là, on est dans mon domaine. Et puis, on va essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui peuvent produire des photons de très haute énergie. Ces mécanismes, on peut les rechercher parmi les processus fondamentaux qui se passent en physique des particules, mais on peut aussi se demander quel type d'accélération, etc.,
alors, ce qui met en jeu des champs, par exemple électromagnétiques forts, etc., au centre galactique, là où je n'y connais plus rien du tout et où on est à très grande échelle. Et là, tout d'un coup, on va rebasculer vers les grandes échelles et donc des objets très macroscopiques. Donc, on a besoin, effectivement, c'est là où tu dis c'est pénible. Il veut dire c'est complexe et donc très très intéressant. Et dernière question, parce que je suis quand même curieuse, quand on parle justement d'observer l'espace, on parle généralement d'observer loin dans l'espace et d'observer le passé. Et du coup, moi, la question, c'est est-ce qu'on est capable d'observer le présent déjà, de ce qui se passe dans l'univers, ou d'induire ce qui se passe dans le présent par rapport à nos observations? Le présent, ouais. On va dire loin. Le présent, le problème, c'est de savoir, ça veut dire quoi le présent? Comme l'information qui vient de quelque part d'un événement, elle met toujours un certain temps pour nous parvenir, on ne voit jamais l'objet à l'instant où l'information a été émise. Donc même là où on se voit, Marion, on est situé, on est distant d'1 mètre, pour 1 mètre, la lumière elle fait 30 cm par milliardième de seconde, il a fallu 3 milliardièmes de seconde. Donc je ne te vois pas vraiment au moment où tu poses la question, je la reçois avec un retard en tout cas lumineux, de 3 milliardièmes de seconde, et pour le son c'est un peu plus long encore, parce que du coup le son c'est seulement 300 mètres par seconde. Donc il y a toujours ce délai qui fait qu'on voit jamais vraiment toutes les choses en même temps. Il y a toujours un décalage et les gens du fond perçoivent les événements un peu différemment des gens de devant. Même si évidemment, pour toutes choses égales par ailleurs, pour les événements de la vie quotidienne, les écarts sont microscopiques. Donc la notion de présent est difficile et même la relativité restreinte d'Einstein montre que la notion de présent n'a pas de sens. Dire que 2 événements sont simultanés, c'est vrai pour une classe d'observateurs qui seraient fixes les uns par rapport aux autres. Et tous ceux qui sont en mouvement par rapport à cette classe d'observateurs fixes les uns par rapport aux autres, ils peuvent ne pas les voir simultanés. Et comme présent, c'est l'ensemble des événements simultanés avec un événement donné, le présent n'existe pas. Donc bon, en pratique, on s'arrange, hein, mais le présent très concret, physique, au millionième de milliardième près, ça n'existe pas. Après, pour le reste, on s'en fout, parce que nos sens sont suffisamment imparfaits pour qu'on puisse lisser tout ça et dire que finalement, on est présents tous ensemble ici. Je rajouterais aussi un autre temps, c'est le temps entre la perception et ce que le cerveau capte. Et ça, c'est 3/10 de seconde. Ça a été quantifié, c'est-à-dire qu'en neurobiologie, effectivement, entre l'image qui est là et l'image que vous formulez dans votre cerveau, donc là, on est à la limite du coup de la perception, il s'est passé 3/10 de seconde. Avant, c'est pas possible. Avant, on est dans le cerveau qui mouline en permanence, qui est prêt à s'embraser dans un instant de conscience pour donner une image ou un son. Voilà. Donc, il faut rajouter à ces milliardièmes de seconde, ces 3/10 de seconde, c'est énorme. Donc là, il y a Quand on se voit dans une glace le matin en se rasant, hein, quand on se rase le matin, camarade Marc-Antoine, on se voit pas vraiment. Voilà. On se voit 3/10 de seconde plus jeune qu'on est en réalité. Multiplié par 2 parce qu'il y a un miroir. Bah oui, il y a un miroir. Multiplié par évidemment, là, les retours. Les miroirs avec 3 secondes, il est au courant, le gars. Lui, il a bossé les coups des miroirs, là. Putain, il s'est pris la tête. Donc voilà, on se rase toujours en retard. On se rase toujours légèrement en retard. Ce qui explique que je me suis coupé. S'il reste des poils, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est physique. Puis je pense que le temps de représentation dépend aussi du sujet, parce que personnellement, quand on parle de physique quantique, ça prend un peu plus que 3/10 de seconde, je pense. Ça peut arriver, oui. Ce que je propose de faire, c'est de laisser les 7 minutes qui restent au public, s'il a envie de poser des questions, parce que je pense que beaucoup de gens sont curieux et ont plein de questions à vous poser. Il y a un micro qui va circuler dans la salle, oui. Il y a quelques mois, une intelligence artificielle a pu, à partir d'observations d'un pendule, reconstruire les lois de son mouvement sous une forme différente de celle à laquelle les scientifiques sont habitués. Du coup, quel avenir pour l'intelligence artificielle dans l'observation et la réflexion scientifique qui en découle ? Ouais, moi je veux bien y répondre parce que ça m'intéresse. C'est un peu le sujet de mes recherches en ce moment, avec mes humbles connaissances, hein, je précise. Effectivement, l'intelligence artificielle, on peut imaginer que une intelligence artificielle qui mouline avec des convolutions de neurones auto-apprenantes, on peut imaginer qu'effectivement tous ces algorithmes, à un moment donné, fassent des associations imprévues que l'humain peut-être est impuissant à faire pour des raisons de limites. L'humain a des affects
que les algorithmes n'ont pas forcément. Donc on peut imaginer que, oui, des algorithmes arrivent à trouver des solutions, ne serait-ce que parce que déjà ils sont beaucoup plus intelligents que nous, déjà pour plein de tâches. Il y a certains domaines scientifiques, notamment la médecine, qui se font aider par des algorithmes pour détecter des malformations ou même des cancers. C'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à une telle imagerie médicale que l'œil humain des fois a des limites. Donc c'est pas pour ça que la machine va remplacer l'humain. L'humain en dernier ressort dit oui ou non, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle peut déjà, d'ores et déjà, est un peu plus forte que nous dans l'observation et dans certains diagnostics. Mais on peut imaginer que si on met des algorithmes qui diagnostiquent à discuter entre eux et s'il y a débat entre eux, peut-être qu'ils peuvent effectivement, ça peut déboucher sur des solutions que l'humain, des fois, dans certains cas, n'aurait pas eu. Oui, je pense que c'est quelque chose en tout cas à envisager. Je peux poser une question parce que du coup moi je n'étais pas au courant de ça et ma question est qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle observe par quel biais? Est-ce que par hasard c'est pas un humain qui lui a mâché les données, qui lui a donné? C'est pas y a pas de méchanceté derrière de ma part. Je suis très curieuse là. Mais de la même manière que toi tu observes, ouais. Tu observes pas toute seule. On t'a donné des données. C'est exactement pareil. Tu observes avec des télescopes qui ont été construits par d'autres personnes, etc. Donc en fait, on est tous des observateurs qui ne sommes pas nés de la cuisse de Jupiter. L'algorithme, c'est pareil. L'algorithme, effectivement, l'impulse a été donné par l'humain. Et alors Non, mais d'accord, mais sous quelle forme, par exemple? Là, on me dit, il a trouvé d'autres lois, mais je lui ai pas donné des mètres, des secondes. La question, elle est là. C'est-à-dire, qu'est-ce que je lui ai donné, sous quelle forme les données? Par exemple, l'intelligence artificielle, plus elle a d'informations, plus elle a des connaissances, plus elle va les faire mouliner, et plus elle va pouvoir peut-être en tirer des méta-observations. Et l'intelligence artificielle, à la différence de l'humain, c'est qu'elle peut ne rien oublier. C'est-à-dire qu'avec une intelligence artificielle qui aurait des téra et des téraoctets, on peut imaginer qu'elle a emmagasiné une telle mémoire informationnelle qu'elle peut, alors encore une fois, en les moulinant avec des algorithmes. L'algorithme, c'est une machine un peu particulière. Là, je vous renvoie au livre de Marc Alizard, Informatique céleste, qui fait bien la différence entre la machine de Turing et puis la machine à vapeur. On est ontologiquement, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une machine qui discute avec elle-même, et aujourd'hui, on a des algorithmes qui discutent entre eux. À la bourse, oui, il y a des algorithmes qui moulinent tout seuls, à tel point d'ailleurs qu'il y a 3 ans, il y a eu un bug, un micro-bug, qui a duré quelques dizaines de secondes, et ils ont essayé de comprendre pourquoi. Ils n'ont pas réussi à comprendre parce que c'est un bug généré par justement des algorithmes. Voilà. Donc effectivement, c'est pas impossible. Et pour rebondir sur la question de Nathalie, justement, les IA, le principe du machine learning, c'est qu'ils utilisent justement des bases de données. Donc en fait, les IA ont peut-être des biais, mais probablement qu'elles auront d'autres biais que les humains. Donc par contre, elles auront toujours des biais, on est bien d'accord. L'humain aussi en a. Oui, c'est ça, mais c'est rempli. Les bases de données, c'est des humains qui les indexent, c'est les humains qui les fournissent, c'est les humains qui les choisissent. Donc les IA, elles ont les biais de ceux qui les ont construites. Donc qui les ont nourris en support d'apprentissage. Donc c'est la même chose que les humains, mais seulement c'est automatique. Voire avec un effet de retard. Voilà. Donc comme c'est automatique, l'intérêt, on dit la machine elle se trompe jamais, donc quand elle dit un truc, elle a raison, et donc ça permet de se défausser de la rationalité de la prise de décision. Donc c'est là où c'est un peu embêtant. Enfin, quand c'est dans des situations plus fâcheuses, quand c'est pour trouver des lois de la physique, bon, on verra. Des fois, l'aveuglement humain ou les oublis des humains sont pratiques parce que des fois on raye des points de données, puis on fait une courbe, ils disent bon, ouais, ça va passer, ils vont pas s'en rendre compte. On fait le boulot, puis c'était le bon choix en fait. C'est ça qu'il fallait faire. Il y avait bien les données merdiques. Donc il y a aussi des biais humains, qui sont parfois qui peuvent être à la limite non pas de la malversation, mais enfin du coup on sélectionne un peu les données. Je pense par exemple sur les données sur Einstein, encore une fois pas Einstein lui-même, mais Arthur Eddington qui voulait vérifier pendant une éclipse de soleil en mai 1919 que la déviation de la lumière par les masses était telle que prédisait Einstein par sa toute nouvelle relativité générale. Et donc pendant l'éclipse de soleil, il mesure les positions relatives d'étoiles autour du soleil pendant l'éclipse totale. Et puis la position relative des étoiles était mesurée avant, quand le soleil était loin, 6 mois avant, en pleine nuit. Et
Il y a 2 groupes de mesures, une qui sont faites à Sobral au Brésil, et l'autre qui sont faites dans l'île de Principe au large de l'Afrique. Il dit ouais, les mesures de Sobral, je les trouve pas, je les dégage. Je pense celles de Principe qui m'ont l'air mieux. Ça marche bien, vachement bien. Einstein il a raison, mais l'autre il les a dégagées sans vraiment d'argument. Bon, il se trouve que finalement Einstein avait raison, et ça s'est vérifié après de notre façon, de plusieurs autres façons. Mais donc voilà, enfin avait raison. En tout cas, il n'avait pas tort. Voilà, c'est ça qu'il faudrait dire. C'est pas qu'il avait raison, c'est qu'il avait pas tort. Alors que sinon, peut-être qu'on serait resté coincé comme des ânes en disant il y a ça, il y a ça. Et c'est comme ça aussi d'ailleurs qu'il y a eu des problèmes en astronomie d'une certaine façon, parce que l'astronomie pendant longtemps, les anciens qui ont fait l'observation, on dit c'est les anciens. Ils ont raison. Alors quand on fait des nouvelles observations 3 siècles plus tard, alors on commence par faire la première chose, lire la table des anciens, on regarde ce qu'a fait Hipparque. Bon, Hipparque, il a dit ça, ok. J'observe le ciel, je dis, oui, c'est exactement comme a dit Hipparque. Super. Donc là, on dit, comment ça peut progresser? Alors ce qu'a fait Tycho Brahe, il dit, bon, tout ça c'est de la merde, on balance tout et on refait toutes les observations. On refait tout. Et puis il avait remarqué que les étudiants discutaient entre eux. Donc il y avait des étudiants, ils disaient, observez-moi les distances entre ces étoiles, refaites-moi le catalogue. Et toujours, ils trouvaient les mêmes valeurs, les étudiants, et souvent assez proches d'Hipparque. Alors, il a soupçonné peut-être qu'ils discutaient entre eux, peut-être qu'ils allaient lire Hipparque avant de faire l'observation. Il a planqué les livres, il a mis un étudiant là, il a mis un étudiant là-bas, il s'est mis au milieu. Il dit, toi là, tu regardes ça. Combien tu trouves? 22, ok. Toi là-bas, tu regardes ça? Combien tu trouves? 25. Ah, pareil. Et il note les trucs. Et comme ça, il a commencé à appeler ce qu'on appelle l'équation de l'observateur. La différence de point de vue entre l'observateur, il a pu comme ça créer, sans l'écrire comme ça, mais l'incertitude de mesure, etc., et améliorer finalement l'observation. Parce que si on se réfère toujours à ce qui est déjà su, on retrouve ce qu'on savait déjà. Bullshit in, bullshit out. Donc il faut se méfier que les intelligences artificielles ne soient pas un mode un peu comme ça. Voilà. Qu'elles vont retrouver des trucs mais qu'on connaissait déjà, donc en fait on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'elles trouvent un truc qu'on ne connaissait pas. Et là, c'est pas encore fait, je crois, non, pour l'instant. Donc moralité, pour conclure cette table ronde, on peut dire que les arnaques de TP, d'étudiants d'école d'ingénieurs en TP, c'est pas nouveau. Exactement, c'est pas nouveau. Ah oui, non, mais c'est très très ancien. Ah bah c'est clair, c'est très très ancien. Alors, ça vraiment, pour retrouver la loi expérimentale pile poil, les étudiants font ça, mais ça fait longtemps. Effectivement, je confirme. Okay. Du coup, je vous remercie. Je pense qu'on peut les applaudir et les remercier beaucoup. Donc,